Lizzie Borden, née le 19 juillet 1860, est la deuxième fille d'Andrew Jackson Borden, un homme d'affaires prospère, et de Sarah Borden, malheureusement décédée peu de temps après sa naissance. En 1865, Andrew se remarie avec Abby, qui devient ainsi la belle-mère de Lizzie, âgée de 5 ans à l'époque, et de sa sœur Emma, âgée de 14 ans. Une jeune femme, du nom de Bridget, est embauchée comme servante et vit avec la famille. La réputation d'être avare et antipathique s'installe progressivement autour du couple Borden. À l'intérieur de la famille, l'ambiance commence à se détériorer progressivement. Les repas partagés se font rares et les sœurs s'éloignent de leur père en raison de son testament qui les prive de certains biens. En 1887, Andrew offre une maison à la sœur d'Abby, une faveur que Lizzie et Emma considèrent comme une injustice flagrante. Puis, le 4 août 1892, un événement terrifiant secoue la paisible ville de Fall River. Ce jour-là, un tableau sinistre s'offre à Lizzie. Les corps sans vie de son père Andrew et de sa belle-mère Abby sont découverts dans leur maison, victimes d'une horrible attaque à la hache. 11 coups violents blessent gravement Andrew à la tête, tandis qu'Abby perd la vie dès le premier coup, malgré 19 terribles blessures dans le dos, indiquant clairement une intention malveillante. Le mystère est profond et la terreur s'installe. La tension est palpable alors que la police se penche sur Lizzie Borden. Les raisons sont multiples, notamment son comportement étrange après la découverte des corps, où elle semble étonnamment calme face à la scène d'horreur qui se déploie sous ses yeux. Des éléments supplémentaires s'ajoutent au mystère. Quelques jours avant le meurtre, les parents Borden et leur domestique Bridget tombent mystérieusement malades. Abby, la belle-mère, est convaincue que quelqu'un cherche à les empoisonner. Elle consulte même le médecin de famille qui diagnostique une intoxication alimentaire liée au dîner de la veille. La veille des meurtres, le 3 août, Lizzie tente d'acheter du cyanure d'hydrogène chez un pharmacien en vain. Le mystère s'épaissit encore davantage lorsque l'on constate que chaque porte de la maison est doublement verrouillée, rendant pratiquement impossible l'intrusion d'un étranger dans la demeure. L'absence de suspect crédible ne fait qu'ajouter à la spéculation et à l'intrigue, laissant la communauté dans l'attente d'une réponse à ce puzzle macabre. Le lendemain des funérailles, Lizzie brûle l'une de ses robes, affirmant qu'elle a été souillée par de la peinture. Lors du procès tendu qui s'ensuit, les avocats de l'accusation laissent planer un sinistre doute. Cette robe prétendument tachée de peinture aurait-elle pu en réalité être maculée de sang, tandis que Lizzie cherchait désespérément à éliminer des preuves potentiellement accablantes. Le procès de Lizzie Borden a lieu en juin 1893, devenant l'un des procès les plus médiatisés de l'époque. L'accusation repose principalement sur des preuves circonstancielles, notamment le fait que Lizzie avait tenté d'acheter du poison peu de temps avant les meurtres et qu'elle avait donné des déclarations contradictoires à la police. Le motif du meurtre reste incertain, bien que la théorie la plus fréquemment évoquée soit liée à un héritage d'un demi-million de dollars, d'autres hypothèses suggèrent un trouble psychiatrique chez Lizzie ou une vengeance après des années d'inceste. Mais le manque de preuves matérielles solides a été l'élément central du procès. Aucune arme du crime n'a été retrouvée et il n'y avait pas de témoins oculaires des meurtres. En fin de compte, le jury a déclaré Lizzie Borden non coupable, malgré les doutes persistants quant à sa culpabilité. Après son acquittement, elle est retournée vivre à Fall River, a acheté une maison qu'elle a baptisée Maplecroft et a vécu jusqu'en 1927. Elle est décédée à l'âge de 66 ans. La culpabilité ou l'innocence de Lizzie Borden reste un mystère non résolu de l'histoire criminelle américaine. Sa maison natale est aujourd'hui une maison d'hôtes connue sous le nom de Lizzie Borden Bed and Breakfast Museum. Plusieurs films et livres relatent son histoire ainsi qu'une comptine. Tout a commencé dans les années 1970, lorsque Jeffrey Dahmer était un adolescent apparemment ordinaire. Mais derrière son visage calme et son sourire se cachaient des pulsions obscures. Dès son jeune âge, il avait un penchant troublant pour la cruauté envers les animaux et une fascination malsaine de la mort. À la puberté, il découvre son homosexualité qu'il cache à ses parents et se met à boire. Son alcoolisme l'entraîne à quitter ses études.
En 1978, à l'âge de 18 ans, il franchit la ligne qui sépare la normalité de l'horreur. Ce soir-là, il rencontra un autostoppeur du nom de Steven X. La promesse d'un peu d'argent et d'alcool l'attira chez Dahmer, mais il ne se doutait pas du piège dans lequel il était tombé. Jeffrey Dahmer drogua X, le viola, le tua et le démembra. C'était le début d'une descente aux enfers. Au fil des années, Dahmer a continué à traquer des jeunes hommes, principalement des homosexuels, qu'il attirait chez lui. Les victimes disparaissaient dans l'obscurité de son appartement et personne ne se doutait de l'horreur qui s'y déroulait. Il droguait ses victimes, les agressait sauvagement puis les assassinait. Il pensait qu'il pouvait transformer ses victimes en zombies en leur perforant le crâne et en leur injectant de l'acide chlorhydrique ou de l'eau bouillante dans le lobe frontal, alors que ses victimes étaient encore en vie. Les voisins étaient fréquemment troublés par des odeurs étranges qui émanaient de l'appartement 213. La police, aveuglée par les mensonges de Dahmer et sa façade trompeuse, l'avait déjà arrêté à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, il échappait à la justice, persuadant les autorités que ses actes violents étaient liés à des querelles domestiques sans conséquence. Mais en 1991, le destin a finalement rattrapé Dahmer. L'une de ses dernières victimes réussit à s'échapper de son antre macabre et à alerter la police. Lorsque les forces de l'ordre perquisitionnèrent son appartement, l'horreur atteignit son paroxysme. Les murs étaient tapissés de photographies choquantes, des crânes étaient gardés en guise de sinistres trophées, des têtes et des morceaux humains dans son frigo, un cœur dans son congélateur, des squelettes dans son placard et 3 torses masculins découverts dans un tonneau d'acide chlorhydrique destiné à être dissous. Les aspects les plus sombres de ces crimes étaient son penchant pour la nécrophilie et le cannibalisme. Lors de son procès en 1992, il choqua le monde en plaidant coupable des meurtres de 17 jeunes hommes. Sa sentence fut impitoyable, 16 peines de réclusion à perpétuité. Mais la justice des hommes ne put apaiser la terreur que Dahmer avait semée. Dans les murs de sa prison, un autre détenu mit fin à la vie du monstre, plongeant ainsi dans l'obscurité l'une des pages les plus sombres de l'histoire criminelle américaine. Son immeuble, composé de 49 logements, a été démantelé une quinzaine de mois après son arrestation à la demande des familles des victimes. Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee, a inspiré plusieurs films et dernièrement une série sur Netflix. Amityville était une ville paisible où les maisons aux façades pittoresques bordaient les rues ombragées. Pourtant, cette apparence idyllique allait bientôt être ébranlée. La demeure en question, qui deviendra célèbre pour des raisons sinistres, était la maison de Ronald DeFeo et sa famille. En 1974, Ronald, alors âgé de 23 ans, vivait avec une conviction sombre, sa famille conspirait contre lui. Les tensions familiales montaient en flèche et Ronald, emporté par la paranoïa, était sur le point de sombrer. Dans la nuit du 13 novembre, alors que l'obscurité enveloppait la maison, il se leva de son lit, armé d'un fusil, déterminé à mettre fin à ce cauchemar qui hantait sa vie. Pénétrant dans les chambres, il abattit froidement ses parents, ses frères et sœurs, mettant brusquement fin à leur existence. Ronald alimenta le mystère en prétendant qu'un assassin inconnu était responsable de ces horreurs. Mais les preuves s'accumulaient contre lui. La police finit par découvrir la vérité et DeFeo fut arrêté. Lors de son interrogatoire, il avoua le meurtre de sa famille, évoquant des voix démoniaques dans sa tête qui le poussaient à commettre ces actes. Cette prétendue possession diabolique devint un argument de défense lors de son procès pour plaider la folie. Mais le jury n'y crut pas. Il fut reconnu coupable des meurtres de sa famille et condamné à 6 peines de prison à perpétuité. Ronald DeFeo est resté incarcéré dans une prison de l'État de New York jusqu'à sa mort en mars 2021. Mais l'histoire la plus célèbre, liée à la maison d'Amityville, est celle qui a suivi la vente de la maison à la famille Lutz en décembre 1975. Les Lutz ont acheté la maison à un prix considérablement réduit car ils étaient au courant des meurtres précédents. Ils ont emménagé dans la maison avec leurs enfants et ont rapidement signalé des événements paranormaux. Ils ont affirmé que leur maison était hantée et que des forces démoniaques les persécutaient. Leur séjour fut bref, seulement 28 jours avant qu'ils ne quittent la maison en janvier 1976, affirmant qu'elle était maudite.
Ces récits ont été consignés dans le livre The Amityville Horror de Jay Hanson, devenu un best-seller, et ont inspiré plusieurs films d'horreur, dont le célèbre The Amityville Horror en 1979. Cependant, la véracité de ces allégations a suscité des controverses, certains suggérant que les Lutz avaient inventé l'histoire pour des raisons financières. La maison a changé de propriétaire à plusieurs reprises depuis, mais elle continue d'être entourée de mystères et de rumeurs de hantises, bien que sa véritable nature reste sujette à débat. Herman Webster Mudgett, mieux connu sous le nom de H. H. Holmes, est né le 16 mai 1861. Enfant intelligent, il avait un côté manipulateur dès son plus jeune âge. Il aimait jouer des tours cruels à ses camarades de classe et avait une fascination précoce pour les autopsies qu'il pratiquait sur les animaux. Sa famille déménagea fréquemment et Holmes avait du mal à s'attacher à un endroit ou à des amis. Mais il montra un grand intérêt pour l'éducation et fréquenta l'Université du Michigan pour étudier la médecine. C'est là qu'il développa certaines de ses compétences qui allaient plus tard servir à ses projets meurtriers. Pendant ses études, Holmes se livra à des activités frauduleuses. Il vola des cadavres pour les revendre à des écoles de médecine, un crime qui l'aidera à acquérir des compétences en matière de dissimulation. À la fin de ses études, il travailla dans une pharmacie à Chicago où il commit ses premiers actes criminels, notamment des fraudes d'assurance et des vols. Puis il acheta un terrain en face de la pharmacie où il construisit un édifice de 3 étages que l'on surnommait le château et ouvrit son hôtel. Holmes profitait de l'exposition universelle de Chicago en 1893 pour attirer des visiteurs dans son château de la mort. Il se servait de cet hôtel pour attirer des victimes, en particulier des femmes, en leur offrant un emploi ou un logement. Une fois qu'elles étaient piégées à l'intérieur du bâtiment labyrinthique, il les tuait de diverses manières, notamment par empoisonnement, strangulation ou asphyxie. Il aurait également commis des actes de mutilation sur les corps des victimes après leur mort. Il prétendait avoir vendu les restes de ses victimes à des écoles de médecine, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Holmes était également un maître de la fraude et de l'escroquerie. Il trompait de nombreuses personnes, notamment des fournisseurs, des investisseurs et des compagnies d'assurance, en falsifiant des documents et en utilisant de fausses identités. En 1894, il fut arrêté à la suite d'une enquête sur les disparitions de plusieurs de ses victimes et a été condamné pour le meurtre de Benjamin Pitezel, un complice dans l'une de ses fraudes. Après sa condamnation, Holmes a commencé à faire des confessions contradictoires sur le nombre de ses victimes, mais il n'a jamais fourni de compte précis. Il a été pendu en mai 1896. Peu après son arrestation, un homme rachetait son hôtel dans l'intention d'en faire une attraction, mais l'établissement explosa en 1896 avant qu'il ne puisse concrétiser son projet. L'ampleur réelle des crimes de Holmes et le nombre de ses victimes demeurent incertains. Il est souvent considéré comme l'un des premiers tueurs en série. Son histoire a inspiré de nombreux livres, films, séries télévisées et jeux vidéo tels que dernièrement The Devil in Me. Marie-Delphine de McCarthy, née en 1787 à la Nouvelle-Orléans, provenait d'une famille aisée créole d'origine irlandaise. Elle mena une vie mondaine et après son 3e mariage avec le docteur Lalaurie, le couple s'installa dans une magnifique résidence à 3 étages située au 1140 rue Royale. Delphine était considérée comme une femme respectée, polie et bienveillante. Elle organisait de somptueuses réceptions dans sa demeure, auxquelles la haute société de la Nouvelle-Orléans était fréquemment conviée. En conséquence, les Lalaurie possédaient un grand nombre d'esclaves pour les servir. Des rumeurs ont commencé à circuler lorsque des voisins ont constaté la disparition d'esclaves de la maison des Lalaurie. Les choses ont pris un tournant tragique lorsqu'une jeune esclave de 12 ans s'est jetée par la fenêtre pour échapper à la colère de Delphine, déclenchée par un incident mineur. La réputation de Madame Lalaurie a été ternie suite à cet événement, la haute société l'évitant, mais il est devenu évident que les abus dépassaient largement les châtiments corporels. Le 10 avril 1834, un incendie éclata dans la maison. Les pompiers, arrivés sur les lieux, découvrirent que la cuisinière des Lalaurie
avait délibérément incendié les cuisines dans une tentative de suicide, après s'être libéré de ses chaînes. De plus, les pompiers furent choqués de constater que le docteur Lalaurie et sa femme semblaient bien plus préoccupés par la sauvegarde de leurs biens que par la sécurité des esclaves. Il était également notable qu'aucun esclave ne se trouvait aux côtés des Lalaurie. Malgré le refus des Lalaurie de fournir les clés du quartier réservé aux esclaves, les secouristes ont forcé l'entrée. Ce qu'ils ont découvert était au-delà de toute imagination. Une puanteur d'urine, de matière fécale et de sang imprégnait l'air du grenier. Des membres humains jonchaient le sol, des têtes se trouvaient dans des seaux et des entrailles humaines étaient exposées dans des bocaux sur les étagères. Les esclaves, enchaînés les uns à côté des autres, étaient dans un état de maigreur extrême avec des plaies béantes et purulentes. Des esclaves avaient subi des mutilations comme la castration ou la perte de leurs yeux. D'autres avaient des bâtons enfoncés dans le crâne, une femme avait la bouche remplie d'excréments et cousue. Certains avaient des parties du corps d'autres esclaves attachées à eux. On raconte même qu'une femme avait eu ses os brisés et repositionnés pour ressembler à un crabe. En résumé, les pompiers et les voisins ont découvert toute l'horreur dont Madame Lalaurie était capable ce soir-là. Après la découverte des atrocités commises, les autorités ont tenté d'appréhender Delphine Lalaurie, accusée d'avoir tué environ une centaine d'esclaves. Mais elle avait réussi à s'enfuir à Paris, où elle a trouvé la mort le 7 décembre 1849. La demeure, ayant été reconstruite en 1838, a connu une histoire singulière. En 2007, l'acteur Nicolas Cage l'a acquise, mais ses activités se limitaient à des dîners et à des fêtes, évacuant les lieux à la tombée de la nuit. La maison est parfois entourée de 5 ou 6 fantômes, a-t-il révélé, avant que la propriété ne soit mise aux enchères pour compenser ses dettes financières. Aujourd'hui, l'histoire de Madame Lalaurie est devenue une légende empreinte de terreur et de sang, source d'inspiration pour de nombreux scénaristes, notamment dans la série American Horror Story avec Kathy Bates.